Oui, alors là, je me sens quand même obligé de rebondir une dernière fois sur l'affaire Lapierre, bien qu'il ait fait presque le boulot lui-même. Hein. Il s'est tiré une balle dans le pied, voire une balle dans la tête. Et en fait, beaucoup de gens n'avaient pas vraiment compris ma rancœur et ma colère contre lui. Et pensaient que c'était il a quitté Soral supporte pas qu'on le quitte. Non, je pense que c'était plus grave que ça. Alors pour pas m'énerver, je vais essayer de faire vraiment un bilan à froid de l'affaire Lapierre, et pour ça je vais rester sur mes notes pour pas tomber justement dans le pathos. Hein. Je vais vraiment essayer de faire un bilan à froid. Voilà. Je rappelle que Lapierre avait été promu par nous. Au départ, il nous a rejoint parce qu'on était les seuls à diffuser les traductions qui faisaient des discours de Chavez. Donc c'est comme ça qu'il s'est rapproché de nous. Il a intégré Égalité et Réconciliation. Et comme il avait envie de se montrer et qu'il avait un petit talent dans le micro-trottoir, nous l'avons financé pour qu'il développe ERTV. Hein. Alors, financé en montant un financement participatif ou bénéficiant de la caisse de résonance d'Égalité et Réconciliation. Assez rapidement, il s'est retrouvé à la tête d'un petit capital mensuel de 12 000 euros. On prélevait 20% dessus, ce qui fait quoi, de 2 500 euros? Je suis pas très bon, mais enfin, c'est à peu près ça. Et le reste, il avait cette cagnotte qu'il pouvait gérer pour développer ERTV. Si vous regardez l'historique, c'est exactement ça. Et du coup, c'est pour ça que je crois que mon projet a un avenir et qu'on va pouvoir construire ERTV. Donc vraiment faire de RTV ce qu'il doit être, c'est-à-dire un média populaire français. J'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo à m'aider dans la mission que je me suis assignée à moi-même. Voilà. Quand il témoigne à l'anniversaire des 10 ans à Nice, il dit bien, voilà, mon combat, c'est de développer ERTV, et donc on le finançait pour ça. Ce qui veut bien dire que Lapierre est parti avec la caisse, c'est-à-dire cet argent qu'on lui donnait pour développer ERTV, il s'en est servi sans nous prévenir et sans le dire, et de manière assez perverse et progressive, pour qu'il n'y ait pas de rupture radicale, pour monter un média concurrent qui s'est appelé le média pour tous. Et quand je m'en suis rendu compte, un peu trop tard, j'ai dit, écoute, on arrête de te subventionner pour ça. Et il se trouve que c'est le moment où on a perdu PayPal, donc de toute façon, on n'a plus pu récupérer cet argent. Et lui a joué sur le fait, en gros, ER ne peut plus récupérer d'argent par PayPal, mais moi, je monte un truc à côté, et presque en faisant croire, en gros, c'est la même chose. Si vous ne pouvez plus donner à Soral, vous donnez à Lapierre. Et nous, au départ, on lui a souhaité bonne chance, parce qu'on voulait pas mettre sur la place publique qu'il nous avait arnaqué d'une certaine manière, et trahi. Hein. Et quand je le dis, c'est qu'on a fait une réunion ici à un moment donné où on a dit, attends Vincent, on est en train de te payer pour que tu te serves de nous pour faire des spots publicitaires de vidéos où tu vas chercher de l'argent presque contre nous, alors que tu avais carte blanche pour développer RTV. Et là, il a dit oui, c'est vrai, je comprends. On a renégocié son pourcentage et il s'est engagé sur l'honneur à nous respecter et à respecter sa parole. Il est parti de la réunion. Tu y étais, je crois. Je crois que tu y étais peut-être aussi. Je suis pas sûr que tu y étais. Et après, il m'a renvoyé un message par Internet disant, Alain, j'ai changé d'avis. Et je lui ai dit, tu es revenu sur ta parole. Et là, il n'y a pas eu de réponse. Donc c'est un type qui a trahi sa parole et qui nous a trahi. C'est-à-dire que dans le monde des affaires où il y aurait eu un contrat, nous l'aurions envoyé au tribunal et fait condamner pour concurrence abusive. Mais comme tout s'était fait à la parole donnée et dans un combat militant, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qu'a très bien expliqué d'ailleurs Thomas, je crois, qui par la lettre qui m'a beaucoup ému qu'il a faite, parce que lui était parti très très loyalement de chez nous en disant à un moment donné j'arrête, je pars. Il était parti dans de très bonnes conditions. Il n'y a jamais eu aucun problème. Le problème c'est pas quand on part de R, c'est quand on part de R comme Jacob Cohen en me crachant à la gueule, alors qu'on a profité de R de A à Z. Hein. Ou comme Marion Sigaud qui commence qui en douce crache à la gueule de tous les cadres de R chaque fois qu'elle le peut dans des réunions. Qu'un type aussi inconsistant que Pierre de Brague, qui ment sur ses diplômes, ait pu passer de vendeur de petits pains à rédacteur en chef Les Rêveurs. Et que ça me revient aux oreilles pendant 1 an ou 2 ans avant que je m'énerve un peu. Alors pour comprendre l'histoire Lapierre, comme l'a bien dit Thomas, il y a une histoire d'immaturité. C'est-à-dire que moi je suis pas son papa et moi je suis dans un combat militant avec un peu une logique un peu guerrière et je fais pas trop de psychologie. Et c'est en ça d'ailleurs que je ne suis pas un gourou, parce qu'un gourou c'est quelqu'un qui fait de la psychologie en permanence pour maintenir une emprise sur ses troupes. Moi je joue sur mon autorité légitime et naturelle à ER et je ne fais pas de gestion psychologique des individus. Je me défie quiconque de rencontrer Alain Soral physiquement et de me dire qu'il a réussi à avoir un rapport de fraternité avec lui. Moi je vous dis, en 2 ans, on s'est jamais serré la main. Alors on peut me retrouver parfois un peu cassant parce que j'ai la vanne facile, mais je m'en tiens à des principes, c'est de loyauté et réciproque, c'est-à-dire que moi je prends les coups en étant le président, c'est moi qui vais au tribunal, et les autres je leur maintiens leur anonymat, que ce soit le tien que vous êtes là ici, de ceux qui le veulent, hein.
et vous êtes rémunéré dans la mesure de votre travail, et ça s'appelle une organisation, voilà. Et ça fonctionne d'ailleurs assez bien. Et de temps en temps, effectivement, il y a un traître qui trahit ou qui respecte pas, et c'est celui-là effectivement que les gens voient, puisque les gens ne voient pas tous ceux qui font sérieusement leur boulot depuis plus de 10 ans, 12 ans, hein, voilà, 12 ans, c'est pas rien, hein, voilà. Donc il faut comprendre que la vengeance de Lapierre, c'est une vengeance contre moi liée à une rivalité, on va dire rivalité mimétique. C'est une histoire de femme. Alors je le dis ici, je vais pas la balancer. Contrairement à ce que dit Panamza, si j'avais été salaud, j'aurais dit le nom de la femme, son métier, et j'aurais même balancé les photos intimes que j'ai d'elle. Hein, voilà. Et je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai pas, parce que d'ailleurs, la preuve, j'ai même pas besoin de le faire, puisque Lapierre s'est flingué tout seul. La première explication de Lapierre, c'est une vengeance personnelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a réussi, on va dire, à séduire partiellement une jeune femme qui était militante ici, en intégrant ER, qui n'aurait jamais pu séduire s'il n'avait pas été membre de ER. Il se trouve que cette jeune fille, il a vécu une aventure amoureuse avec elle, puis qu'elle l'a quitté pour un autre garçon, parce que c'est une dominatrice plus intelligente que lui et plus haut placée dans la hiérarchie sociale que lui, et qui est typiquement une fille qui a fait maths sup, maths spé. Je dirais pas son métier parce que c'est trop facile de l'identifier après, parce qu'elle a un métier très rare pour une femme et qui de haut revenu. Mais c'est typiquement le genre de fille qui est très intelligente, maths sup, maths spé dans le domaine des maths, et qui donc a un décalage entre son cerveau, je dirais, son intelligence masculine et son corps féminin, et donc c'est une séductrice perverse. Et c'est un peu ce qu'on appelle une tueuse d'hommes, hein, voilà. Et il se trouve que moi, j'ai eu une aventure sexuelle avec elle pendant à l'époque où elle avait quitté Vincent Lapierre, hein. Donc elle l'avait déjà fait souffrir, elle l'avait déjà humilié, elle l'avait déjà quitté pour un autre. Et c'est devenu ma maîtresse, comme j'ai d'autres maîtresses, puisque c'est moi le président de l'association, et c'était ma maîtresse. Et c'était la deuxième fois, d'une certaine manière, que une fille dont il était amoureux l'avait quitté pour moi. La première, il n'avait pas réussi à la voir et elle était devenue ma maîtresse. Il avait été déjà humilié, je dirais pas non plus le nom de cette jeune fille qui est militante chez nous. Et donc, il avait une espèce de rancœur envers moi pour une histoire de femme. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, j'étais avec cette fille, dont je dirais pas le prénom, alors qu'il n'était plus avec. Et c'est moi qui ai dit à cette fille, remets-toi avec Vincent Lapierre, il est déprimé parce que tu n'es plus avec lui, et du coup, il travaille mal, il travaille plus. Remets-toi avec lui pour qu'il redevienne un combattant efficace. Donc, c'est moi qui les ai remis en couple. Donc il pourrait normalement me remercier. Mais il se trouve que il a fini par faire un enfant à cette femme qui a fini par se mettre avec lui parce qu'elle le domine et qu'elle obtient tout de lui alors que de moi elle obtenait rien. Et d'un seul coup, ce Vincent Lapierre s'est retrouvé en couple avec une fille, avec un gosse, d'une ex de Soral. Donc moi je dis, quand on veut pas avoir ce genre de problème à gérer, on se met pas avec une ex de Soral. Mais quand on est amoureux, en couple, et le père avec la mère d'un gosse, d'une femme, où tous les jours on se rappelle qu'elle a été la maîtresse de Soral, ça rend méchant, ça rend haineux, ça rend jaloux, et ça justifie cette espèce de rivalité mimétique haineuse dans laquelle il s'est jeté. Effectivement, à cause de cette jeune femme. Voilà. Moi, je rappelle que j'aurais pu balancer cette jeune femme, son nom, son métier et les photos compromettantes que j'ai d'elle. Photos à caractère sexuel, vous vous rendez compte. Je ne l'ai jamais fait parce que je ne voulais pas aller jusque-là. Voilà. Et je suis content de ne pas l'avoir fait parce qu'il y a des moments quand Lapierre se permettait de me manquer de respect, limite en parlant de ma sexualité, hein, disant Soral est jalouse ou je sais pas quoi, comme une ex, alors que vraiment, s'il y a un type qui est sexuellement ambigu et douteux, qui est pris pour un PD par les 3/4 des gens, parce que quelque part c'est un PD de la tête, hein, c'est lui, pas moi. French gays? Oh my God, very sexy men, very sexy. Sexy? I'm not gay. Et donc je n'ai jamais basculé, j'aurais pu, et tant mieux parce que j'ai pas eu besoin de ça, voilà. Mais je dis au départ, Lapierre c'est une vengeance. C'est une vengeance pour une histoire de femme et une histoire de fesses. Mais je dis quand on veut pas détester un type parce qu'on est avec une femme qui est une ex de son rival, on se met pas avec. Et je le dis, il ne l'aurait jamais levé sans passer par ER. Hein. Il ne l'a levé que parce que il était à un moment donné un cadre d'égalité et réconciliation. Je rappelle que à l'intérieur d'égalité et réconciliation, il s'est créé pas mal de couples, de mariages avec des enfants, et que en général, ça s'est passé que les gens me remercient d'avoir pu rencontrer leur conjoint ou leur conjointe par égalité et réconciliation. En général, ça se passe très bien. On m'a demandé récemment d'être témoin d'un mariage, j'ai été invité à des baptêmes, etc. Donc effectivement, il y a cette dimension-là dans ER, c'est que ça permet des rencontres hommes-femmes, et je suis très content que grâce à moi, des couples se soient créés. Il se trouve que là, ce couple, Lapierre, est un couple un peu foireux,
parce que c'est une dominatrice perverse, parce qu'elle a été ma maîtresse, et parce que lui finalement est un macho faible, c'est-à-dire que il veut la jouer macho, viril, etc. Mais il est quand même sous domination d'une fille qu'il a trompée par 2 fois, ce qui est normalement voilà, là il y a une faille chez lui. Je dis, moi j'ai écrit Sociologie du dragueur avant de me marier, j'avais 33-34 ans, son âge, pour faire mon auto-analyse complète. Il n'a pas fait ce travail sur lui, Lapierre. Je dis, c'est encore un type qui ne sait pas qui il est. Il faudrait, c'est pas mon boulot, qu'on comprenne leur relation à son papa et à sa maman. Je crois qu'il dit que sa mère est colombienne, son père est un bourgeois français de la moyenne bourgeoisie, je crois qu'il est imprimeur, et il dit que sa mère était femme de ménage, il ment, elle est femme au foyer. Mais alors il faudrait comprendre pourquoi un bourgeois français grenoblois se retrouve avec une colombienne, pourquoi il dit que sa mère était femme de ménage, peut-être que c'est la femme de ménage de son père alors qu'elle est juste femme au foyer. Il y a un tropisme oedipien qui n'a pas été travaillé, et j'inciterai Vincent Lapierre, si je veux être un peu généreux, mon petit Vincent, fais un travail sur toi-même pour comprendre quelles sont tes failles et tes fractures et tes faiblesses oedipiennes, plutôt que de penser que tu peux rivaliser avec moi politiquement et intellectuellement. Ça t'évitera des déboires, parce que ce travail que tu n'as pas fait, tu te le prends dans la gueule, et tu es en réalité partiellement ton propre ennemi. C'est quand on se connaît pas, on est son propre ennemi relativement. Et moi, je rappelle, j'ai fait ce travail sur moi-même. Ça s'appelle Sociologie du dragueur. Et c'est pas un livre sur la drague, hein. C'est une auto-analyse complète de Soral, de son pathos, et de d'où viennent ses, comment dirais-je, ses forces et ses faiblesses. Voilà. Mais je l'ai fait à l'âge qu'il a en ce moment. Donc il n'est pas trop tard. Donc là, je ferme le chapitre Vengeance, histoire de femme, que les gens ne connaissaient pas, où je protège quand même cette personne qui est la mère de sa fille actuellement, hein, et je la salue parce que ça a été quand même ma maîtresse, et il y a rien à regretter de ce côté-là. Très joli petit cul, jolis yeux, jolie petite meuf qui a allumé, je le rappelle d'ailleurs, tous les mecs de verre. Hein. C'était sa spécialité, c'était d'allumer tout le monde devant Lapierre. Hein. Et lui, pour essayer de remonter la pente, il déclamait des poèmes. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre. C'était un peu triste, on avait tous de la peine pour lui. Elle l'humiliait en permanence. Je crois même qu'on m'a raconté depuis, je sais pas si c'est toi qui m'as raconté, qu'elle lui montrait les textos que je lui envoyais à elle en lui disant de se remettre en couple avec lui. Elle lui les montrait devant témoins. Pour vous dire à quel point leur couple est foireux, hein, et à quel point, à un moment donné, je le dis parce que je suis prophète, non seulement elle le quittera pour un autre mec, parce qu'il est profondément chiant, et on ne peut que s'ennuyer avec lui, et il n'a pas de virilité, mais en plus elle le quittera en lui laissant le gosse. Hein, c'est ça son destin. Voilà, parce que c'est pas le genre à avoir envie de torcher les mômes. Hein. C'est une femme fatale, c'est une séductrice, c'est une intelligente, et je veux dire, c'est pas une maternante. Hein. Donc, à un moment donné, son destin à Lapierre, c'est de se retrouver seule avec sa petite fille et larguée par sa conjointe. Et comme je ne vais pas me réjouir, hein, voilà, je pense que il s'est suffisamment flingué lui-même par sa dernière vidéo pour que, franchement, je puisse faire un bilan à froid. Hein, voilà, parce que j'ai gagné. On a été privé du jour au lendemain de toutes nos libertés individuelles. Mais c'est faux, ça. On a été privé du jour au lendemain de toutes nos libertés individuelles. And now he's saying it's false. We were not deprived of all of our individual liberty. There are serious liberties that are being impeded upon in France. The liberty to express yourself on the public space, the liberty to walk freely, the liberty to do business. I mean, this may be not all, but it's a serious part of them. I can't believe that this guy is such a cock to the powers that be, that he's willing to laugh at this. Don't laugh at your liberties being violated, dude. You're a political dissident? My ass. Hein, je rappelle que quand la dernière fois que je lui ai parlé, je lui ai dit tu es en train de te comporter comme une midinette et comme une chanteuse. Il m'a répondu Alain, le public jugera. Je dis bah oui, voilà, mon problème c'est de chercher la vérité. C'est pas de chercher le public majoritaire comme dans The Voice. Mais c'est pour ça que les gens me demandent en sepsis, parce que je suis pas un journaliste comme les autres en fait. Et il a coupé les ponts et avant même la dernière fois que je lui ai dit je te donne 2 ans pour disparaître. C'est-à-dire tu es une baudruche et tu dégringoleras, voilà. Car je rappelle que en fait, ce qui faisait le prestige de Vincent Lapierre, c'était de faire les micro-trottoirs pour ER. Il faisait le Candide,
Et en fait, il n'avait pas de message d'intelligence à faire. Il était la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que nous, on produisait à ER, c'est-à-dire Pierre, qui d'ailleurs préparait ses dossiers, Xavier, qui préparait ses dossiers, parce que lui ne travaille pas, ce qu'il voulait, c'est se montrer. Donc très bien, il se montrait, il a une gueule de gendre idéal, ça fonctionnait très bien. Et il était la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'il faisait des micro-trottoirs pour compléter ce que ER faisait par tout le travail du site. Et en fait, son intelligence était dans ses silences. Bonjour monsieur. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? J'en sais rien. Vous savez pas? Non. Très bonne question. Je sais pas. Franchement, très compliqué comme question. D'autant plus que j'ai pas tout compris. Je dois pas. Mais et son intelligence, c'était d'incarner comme intervieweur l'intelligence collective, et je dis bien collective, c'est-à-dire la mienne, mais celle de Pierre, celle de Xavier, la tienne dans tes montages, etc. Finalement, il était une figure qui, en faisant du micro-trottoir, incarnait l'intelligence collective de R. Dès lors qu'il s'est coupé de R, il n'a plus incarné que sa propre intelligence, et ça a fini par se voir que une cerise sur un gâteau dont on a enlevé le gâteau, c'est juste une cerise, voilà. Et la cerise, finalement, les gens, à un moment donné, ils payent pour un gâteau, un gros gâteau avec une petite cerise dessus. Quand il reste plus que la petite cerise, il y a un peu arnaque. Je continue mon analyse. Après la pierre vengeance, il y a la pierre escroquerie, parce que la pierre, pour moi, est une escroquerie. C'est une escroquerie en 3 temps. D'abord, la première escroquerie, je l'ai dit, c'est que on l'a financé pour développer ERTV et qu'il s'est servi de la notoriété et de l'argent qu'on lui a amené, car cette notoriété, cet argent, il nous le doit intégralement, il n'y a aucun doute là-dessus, et c'est du détournement de fonds et de la trahison. Et s'il y avait eu contrat, on aurait pu le faire condamner par la justice. Et il nous a trahis et lâché au pire moment. C'est au moment où, effectivement, on s'est pris dans la gueule la perte de notre compte PayPal, qui nous faisait perdre du jour au lendemain 15 000 et 12 000 euros, c'est-à-dire 27 000 euros. C'est-à-dire, au lieu de nous soutenir à ce moment-là, il s'est barré parce qu'il nous sentait affaiblis, en gros, pour prendre notre place. Voilà. Et en plus, la première chose qu'il a fait pour bien montrer son positionnement, c'est d'aller lécher le cul à Zemmour à la Nouvelle Librairie. Disons qu'elle est belle, votre librairie. Ouais, elle est magnifique. Regarde. Oh là là, et puis moi, je suis un amoureux des bouquins. Alors, monsieur Bousquet, dites-moi, comment s'est passée cette soirée? Magnifiquement. On attendait 300 à 400 personnes, on en a eu 500. On avait plus de 300 livres, on les a tous vendus, il n'y en reste plus un, alors que les gens sont venus avec 2 ou 3 livres parfois. Donc c'est un grand succès, c'est une soirée successful et pour Zemmour et pour la Nouvelle Librairie. Sachant que la Nouvelle Librairie avait trahi Ratier et trahi Vincent de la librairie, et que lui-même était en train de trahir aussi en allant servir la soupe à Zemmour, qui était porté par tous nos ennemis, c'est-à-dire les nationaux sionistes de Éléments, alliés à l'époque à Ring, avec derrière Golnadel, etc. C'est-à-dire que le moment Nouvelle Librairie a été le moment où, effectivement, de la vengeance, Lapierre, pour des raisons de cul, qui a dit, tu vois, Soral, je te baise la gueule intégralement. Et qui était non seulement de baiser la gueule, mais trahir toute la ligne politique de R et tout ce pourquoi il était venu chez nous et tout ce pourquoi on l'avait aidé. Et c'est là où je suis passé du ressentiment, de la déception à la colère, évidemment, à cause de ce moment-là. Je te rappelle que Contre-Culture est ton éditeur, et que tu aurais pu poser la question, pourquoi n'y a-t-il pas de livre de Contre-Culture dans cette librairie qui est l'héritière de la librairie Ratier? Et là, on t'aurait répondu, parce que nous ne voulons pas marcher dans cette mascarade nationale sioniste. On a même sacrifié de l'argent pour ça, puisqu'on a refusé de vendre les livres à cette librairie, car nous ne voulons pas être mélangés à cette mascarade à laquelle tu participes intégralement, parce que tu penses que ça va t'amener des pouces bleus, et peut-être des nouveaux soutiens et un peu de pognon. Mais ça s'appelle pour moi de la trahison. La deuxième escroquerie, après cette escroquerie de cette barrée avec la caisse, c'est l'escroquerie médias pour tous. Je rappelle qu'il n'y a pas de médias pour tous. Les médias sont traversés par les rapports, les oppositions politiques et les rapports de classe, c'est de la sociologie. Vous pouvez pas faire un média pour tous. Quand vous faites BFM TV, vous faites pas égalité réconciliation. Donc l'idée de faire un média pour tous est une escroquerie idéologique que normalement Lapierre aurait les moyens de comprendre, sauf s'il est vraiment plus bête que ce que je crois. Mais en réalité, peut-être qu'il est plus bête que ce que je croyais, puisqu'effectivement, l'intelligence qu'il portait, c'était l'intelligence collective de Xavier et de Pierre. Je rappelle que quand il faisait l'heure la plus sombre, il ne faisait que parler. Ceux qui préparaient tout derrière lui, c'était Pierre et Xavier, qui sont 2 personnes qui n'aiment pas trop se montrer, mais qui aiment travailler. Et c'est moi qui les pousse à se montrer d'ailleurs depuis. Mais eux, en fait, Vincent était mis en avant parce qu'il voulait montrer sa gueule, et que les autres ne voulaient pas se montrer, mais les autres ils bossaient, c'était Pierre et Xavier. Et d'ailleurs, il les a trahis, ils ont le même âge, c'est la même génération, c'était des potes, et la colère contre lui est d'abord venue d'eux. Sortir de l'écran, ça veut pas forcément
passer devant la caméra comme nous le faisons, parce que nous n'avons aucune gloire à faire ce qu'on fait. Il s'avère, comme je le disais tout à l'heure, que par rapport pour tout un tas de facteurs, nous nous sommes retrouvés dans ce cadre-là, mais nous n'avons pas plus ni moins de gloire et d'importance dans l'association que n'importe quel autre militant, en fait. La colère contre lui est d'abord venue d'eux, plus que de moi, hein, parce que eux, c'était des copains de même âge, alors que moi j'étais au-dessus et un peu éloigné. Hein, donc la vraie colère contre lui, c'est toi, hein, c'est Xavier, c'est Pierre, c'est vous qui lui en vouliez le plus, et qui m'avait dit d'ailleurs que j'avais été trop complaisant, que j'avais mis trop de temps à identifier qu'il était en train de trahir, etc. Ce qui est vrai, parce que moi je suis un peu comme Le Pen, je suis un orgueilleux. Et j'ai du mal à admettre la trahison, hein, donc je la vois toujours en dernier, malheureusement. Hein. Donc le média pour tous, ça n'existe pas, ça veut dire média pour tous vous enculez, hein, c'est ça que ça veut dire. Il avait oublié de le dire jusqu'au bout, et ça s'est démontré depuis. On peut pas faire un jour Zemmour et le lendemain Dieudonné. Dire que Zemmour est national-sioniste, c'est n'avoir jamais lu Zemmour. Je veux dire. Venons-en à votre chapitre sur Saint-Louis, le roi très chrétien. Vous lui donnez le titre de roi juif. Saint-Louis veut faire de son royaume franc le nouveau peuple élu. Le peuple français et le nouvel Israël, c'est le peuple élu. C'est le juif assimilé dans sa splendeur. Hein. Alors expliquez-nous, le centre Zara France, c'est quoi? Alors le centre Zara France, c'est un centre de témoignage. On a la particularité donc d'être musulman, d'obédience chiite. On peut pas faire les identitaires racialistes et puis aller en banlieue avec le sourire, avec sa gueule de genre idéal. Le problème de Vincent Lapierre, c'est que je le faisais sécuriser, moi, par mes différentes entrées, mes différents réseaux. Je rentrerai pas trop dans le détail pour pas balancer trop d'infos, mais s'il se faisait pas casser la gueule par les gauchistes et s'il était systématiquement protégé, c'est parce que les gens le protégeaient pour me rendre service à moi, compte tenu de ce que je représentais et compte tenu des patriotes que je connais dans différents milieux. En fait, les CRS ont fait ça soi-disant pour me protéger, mais... Voilà. Aujourd'hui, je suis pas sûr que Lapierre soit allé interviewer les Noirs de Black Lives Matter, parce que de plus en plus, en jouant sur tous les tableaux avec son média pour tous vous enculer, c'est un peu comme dans pour quelques dollars de plus, hein, quand Clint Eastwood se fait choper à force de jouer sur tous les tableaux. À un moment donné, il va se faire démonter la gueule. Et la troisième escroquerie qui est là, confine à la stupidité, c'est la démocratie, ce n'est pas donner la parole aux gens. On donne la parole à tout le monde, dans toutes les manifestations, quelles qu'elles soient. Ok. Et on n'amène pas le point de vue TF1 ni BFM, on amène le point de vue des gens. Et de leur opinion propre. Mais dans cette ville particulièrement touchée par l'épidémie, ce début de retour à la normale inquiète certains habitants. Quand je vois des gens se promener sans masque, je suis quand même étonnée. Même si on est dans la rue, je trouve que porter en zone rouge, je pense que c'est la moindre des choses. Le journal de l'A2 le fait très bien. Je veux dire, l'effondrement du journalisme d'enquête et du journalisme politique sérieux depuis des années, c'est de dire on est dans la démocratie, on est dans la transparence, on tend le micro aux gens. Le reportage, j'aime beaucoup parce que c'est aller voir les gens du quotidien, les Français de tous les jours, les Français qui travaillent, à qui on donne vraiment pas pour le coup la parole dans les médias dominants ou très peu. Supprimer les panneaux signalant la présence d'un radar, la mesure fait débat chez les automobilistes. Tous la jugent dissuasive. Selon certains, elle devrait même aider à responsabiliser les conducteurs. Je pense que c'est très bien, comme ça au moins il faudra faire attention partout et puis pas que quand on est au courant qu'il y a le radar, quoi. Et lui, il a cru que c'était ça. Et en gros, il me dit, moi, Alain, je suis sur le terrain, je tends le micro aux gens, toi, tu restes sur ton canapé. En fait, il dit de moi que je suis un youtubeur, mais il n'y a pas plus youtubeur que lui, en vrai. Parce que moi, je suis sur le terrain. Moi, je rencontre les gens. En vrai, je suis confronté à la réalité. Tu vois, quand je parle d'un truc, je suis dedans, en fait. Je suis immergé dedans, tu vois, pour tenter d'analyser l'événement. Lui, il est à l'extérieur, en fait. Il est sur son canapé rouge, dans son local, là, dans son bunker. Alors, je vais rappeler à ce petit con que pour que Karl Marx ait pu penser le capital et la bourgeoisie capitaliste, il n'est pas allé poser des questions à la sortie des usines, hein. Il a passé sa vie à la bibliothèque du British Museum à réfléchir avec du recul et de l'intelligence et du concept sur la logique du capital. Et moi, effectivement, je suis plus proche de Marx que de Vincent Lapierre. Mais je pense que Vincent Lapierre, son niveau, effectivement, c'est de tendre le micro à la sortie des usines pour demander ce que le prolétariat résiduel pense de la lutte des classes et de l'évolution du capitalisme mondial financiarisé. Je pense qu'effectivement, quand il va tendre le micro à ces gens-là, ça va pas donner grand-chose. Parce qu'effectivement, ces gens-là travaillent en usine à la chaîne. Donc, Lapierre, c'est une triple escroquerie.
partir avec la caisse non pas pour faire ERTV, mais pour faire un média concurrent qui en plus trahit la ligne. Deuxièmement, il n'y a pas de média pour tous, hein. On fait soit ER, soit BFM TV, et quand on veut faire les deux, ça s'appelle média pour tous, vous enculez, et à la fin, on risque gros quand on se balade dans la rue avec son sourire de premier de la classe. Donc là, apparemment, il y a un groupe qui s'est formé. Ouais. On sort. Et troisième niveau, la démocratie, la transparence, le journalisme honnête, ce n'est pas de donner la parole aux gens. C'est de faire ce que je fais moi, un travail de fond, d'analyse, de synthèse dialectique, dont il a bien montré dans sa dernière vidéo grotesque par son arrogance et sa bassesse et son niveau de, comment dirais-je, de trahison de tout ce qui s'appelle de la résistance politique et de l'analyse sérieuse. J'ai même pas besoin d'aller plus loin. Il l'a démontré pendant 1h30, ce qui prouve que c'est un abruti. C'est qu'à un moment donné, le mec, il fait des assertions absolument démentielles comme ça. Il te balance ça sur une vidéo sans rien prouver, quoi. J'ai un pote. C'est l'analyse politique par le ragot, quoi. Tu vois. C'est j'ai entendu dire que, on m'a dit que, et puis donc c'est que l'État français veut nous génocider. Oula, mec, attends, on a fait un saut là quantitatif. C'est s'il te plaît, il va falloir expliquer, il va falloir faire des médiations et prouver ce que tu racontes. Vous avez dit justement, on n'a pas soigné les gens. Ah, c'est un choix qui a été fait, On n'a pas soigné les gens. Quand on dit aux gens, si vous êtes malade, restez à la maison et prenez du Doliprane, on ne soigne pas les gens. Voilà, point final. Après, il y a des Donc on risque de les tuer. Ils risquent de mourir, en tout cas. La seule action que j'ai vue, c'était on compte les morts et on attend. Donc tous les soirs, on avait le compte des morts à la télé. On ne disait jamais ce qu'on allait faire. Oui, on est en train d'évaluer, on va tester. Vous dites, et c'est aussi le titre d'un chapitre, certains savaient. Ben oui, mais dès le début, ils savaient, mais alors, par exemple, sur les masques, il n'y avait pas de masque, ils le savaient très bien. En fait, il enfile les affirmations péremptoires sans preuve comme un collier de perles, quoi. C'est que ça. Se tirer à ce point-là une balle dans le pied, lui, il a cru que par son narcissisme, il pouvait enfumer les gens. Et il n'a pas compris qu'à un moment donné, moi, les gens me suivent pas parce que je suis beau gosse. Alors c'est pour ça qu'il a dit, oui, Soral, il vieillit. Bonjour. Alors, il vieillit, hein. Je rappelle à ce petit merdeux que j'ai 62 ans et pas 30, et que quand il avait mon âge, où soi-disant je draguais dans le bain-douche, au bain-douche, je ne sais pas que draguer au bain-douche, hein, je lisais 4 heures par jour de la philosophie, et je survivais par du travail, parce que moi je n'ai pas de famille, hein, et je faisais des tas d'autres choses dont je ne vais même pas, dont il mérite pas que je lui parle, parce que il y a que mes intimes qui en sachent. Et surtout, lui n'était pas en train d'aller interviewer Chavez, il était encore dans les couilles de son père. J'ai 30 ans de plus que lui, et je vous garantis que moi qui ai 62 ans cette année, je n'ai jamais lâché le combat, et j'ai toujours, même en allant à la télé, chez Ardisson, chez Evelyne Thomas, j'ai toujours maintenu la même ligne d'analyse, de résistance, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que la parité homme-femme cache une vraie parité qui est la parité riche-pauvre, la parité travailleur-rentier. Vous voyez, par exemple. Ce qui fait le respect que j'ai, alors que lui, il aura disparu bien avant d'avoir 62 ans, parce que là, je sais pas quel âge il a, 30 ou 35, mais je veux dire, il a déjà disparu, il est déjà, voilà, donc, qu'un petit merdeux qui a 30 ans de moins que moi puisse se permettre de me parler comme s'il avait mon âge, comment dirais-je, en faisant l'impasse de 30 ans de vie et de combat supplémentaires, ce qui veut dire aussi plus de 10 livres écrits, et puis pas de la merde, hein. Je rappelle que lui, tout ce qu'il a fait, c'est de retranscrire les discours d'Hugo Chavez. Il y a pas d'ailleurs, il a même édité chez son maison d'édition le livre qu'on avait édité chez nous. On aurait pu aussi lui faire un procès, mais on s'en fout, hein. Mais c'est tout. Je veux dire, moi, j'ai écrit plus de 10 ouvrages de fond, hein, qui ont anticipé sur la manipulation féministe, sur le communautarisme, comprendre l'empire. C'est-à-dire, c'est quand même d'un niveau qu'il est incapable d'atteindre. Et c'est ça le travail de Soral. Soral, il a publié en 2011, à la suite de toute une série de livres, c'était au moins mon 10e ou 11e livre, Comprendre l'Empire. Soral, c'est un type qui écrit des livres, il fait pas seulement des vidéos, c'est pas un youtubeur, hein, il fait pas le trottoir, hein. Que ce petit merdeux ait pu penser que tout ça comptait pour peanuts, et qu'on était finalement 2 youtubeurs et qui voulaient prendre la place, en fait, du Raptor. D'un seul coup, il s'est pris pour le Raptor. Puisqu'il va regarder cette vidéo, Vincent Lapierre, j'ai peut-être vieilli, mais si tu veux venir me voir, puisque le Raptor s'est déballonné, et si tu veux qu'on se trouve face à face comme me suis retrouvé avec Conversano, tu vas prendre exactement la même branlée. Non. J'ai dit, si jamais je t'attrape, Vincent, tu vas manger pour tout ce que tu m'as manqué de respect. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu dis on ne sait pas comment ça se passera quand on va se croiser. Franchement, le jour où je croise Soral dans la rue, je vous garantis que je ne sais pas ce qui va se passer.
Parce que moi-même, je suis pas Bouddha, tu vois. Ça va se passer comme quand la dernière fois qu'on s'est croisés à distance au bal des Quenelles. Tu t'es chié dessus, t'es allé te cacher et on t'a fait porter le t-shirt vendu et on a fait une photo avec et t'as accepté de faire la photo parce que t'es une merde et une fiotte. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je te mets physiquement une branlée. Il y a pas de problème avec 30 ans de plus que toi. Et tu le sais. Donc arrête de jouer à l'homme que tu n'es pas. Il y a pas de problème. C'est pas pour rien que les gens pensent que t'es pédé et que tu plais aux gays, parce qu'effectivement, il y a chez toi un tropisme fiotte profond. Voilà, c'est clair et net. Donc, une fois que j'ai dit ça, on a aussi le fait que cette triple escroquerie est un business plan foireux. C'est-à-dire que, à un moment donné, il y a eu un producteur, je rappelle, qui est le producteur d'MC Solar, qui est quand même marié avec une des filles Partouche. Donc là, on voit le tropisme, et qui était lié aux enfoirés, et qui, à un moment donné, vient chez nous faire son marché à nous piquer ce petit Lapierre, qui était un bon youtubeur de micro-trottoir, et qui se dit, si on enlève le combat antisioniste, on va le dire, le combat anti-État profond, il ne reste que le bénéfice. Mais moi, si on me respecte, c'est pour mes 70 procès, et c'est pour mon combat continu depuis presque des décennies contre cet État profond marqué communautairement. Parce que contrairement à ce que dit Vincent Lapierre, j'ai le courage de nommer l'ennemi, et l'ennemi, lui, ne s'y trompe pas, puisque au départ, je rappelle que le prestige de Lapierre, c'était de m'accompagner au procès et de filmer les menaces que nous subissions par la LDJ et les nervis de la famille Klarsfeld. À bientôt. Bientôt. Je t'ai menacé, tu as entendu une menace? Tu vas me quoi? Je vais te manger le crâne. Tu vas sortir, je vais te manger le crâne. Donc là aussi, il y a manque de respect, malhonnêteté totale, en dehors même du sujet du coronavirus, etc., auquel visiblement il a rien compris. Et je rappelle qu'il a validé entièrement Macron. Nous, ce qu'on a vu en fait dans l'actualité, c'est pas un gouvernement qui a cherché à tout prix à nous confiner, à nous emprisonner, mais au contraire un gouvernement qui a cherché à minimiser et à faire en sorte qu'on sorte le plus longtemps possible. Et là maintenant, qui cherche à déconfiner le plus rapidement possible en réalité. Macron n'a pas besoin de Vincent Lapierre. Voilà, c'est à un moment donné, c'est plus du micro-trottoir, c'est du trottoir. Mais là, on est dans la pute de chantier. Je veux dire, Macron a bien mieux que ça. Voilà, et je pense pas que ce que je dis aussi à Lapierre, c'est qu'il pourra pas finir à BFM TV parce qu'il est marqué Soral il est marqué à vie. C'est-à-dire qu'il est cramé dans la dissidence sérieuse. Il peut pas passer au mainstream parce qu'il est marqué par moi. Donc je sais pas ce qui lui reste. Les fachos passent sur la. On n'est pas des fachos, arrêtez. Vous mentez, je suis pas d'extrême droite. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Si vous êtes d'extrême droite. Vous devriez réfléchir à votre image. Je dis que son business plan était foireux, c'est ce que j'avais prévu. Ça a duré 2 ans. 2 ans que le prestige qu'il avait acquis chez nous s'estompe et qu'il ne reste finalement que Lapierre tout nu, et c'est rien. C'est du trottoir, voilà. Et ce qui est intéressant aussi, et ce qui est là où je veux dire qu'il y a quelque chose de symbolique, c'est que même physiquement, je me rappelle de cette gueule de gendre idéal qu'il avait alors qu'il a un petit corps. Il sent mauvais aussi. Il y a aussi un tropisme bizarre. Il se lave pas et il pue. Ça, je le rappelle, tout le monde le sait chez nous. Il a les ongles des pieds dégueulasses. On l'a logé ici pendant des mois. C'était une porcherie. C'est un type qui pense qu'il n'a pas besoin de se laver. Alors là, il y a peut-être un truc narcissique. J'ai remarqué que les gens qui pensent qu'ils n'avaient pas besoin de se laver pensent en général que leur odeur d'aisselle sent la rose. Tu vois, c'est des mecs qui s'illusionnent sur eux. Et c'est un manque de respect des autres. Je rappelle, c'est celui qu'on a logé ici qui s'est le plus mal tenu de tous. Et oui, ce que je veux dire, c'est qu'il est en train de perdre ses cheveux. Et maintenant qu'il a plus cette petite gueule qu'il avait de Gendria, il est de plus en plus laid. Et ça, c'est un truc que je trouve assez révélateur. Il a un vilain regard, des vilains yeux. Il a un crâne difforme avec une espèce de protubérance, un bubon là. Et alors, il est vraiment en train de s'effondrer sur tous les plans. Parce que moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis chauve parce que j'ai perdu mes cheveux. J'ai la gueule que j'ai à 60 ans, c'est-à-dire je ressemble à ce que je suis. Voilà. Après, on peut dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et lui, il a vraiment passé de gendre idéal qui sourit et qui fait son truc là de micro-trottoir à la sale gueule du mec qui est en train de mentir et de trahir en regardant par terre. Vous avez vu, il a même pas le courage de regarder la caméra quand il me manque de respect. Et il a vraiment de plus en plus une sale gueule. Je trouve que c'est presque magique à quel point il a tenu, je dirais, mon calendrier. Je lui ai dit, je te donne 2 ans pour disparaître. Et je veux dire, il est en train de disparaître à tous les niveaux, même au niveau physique. Et je vous dis, la punition finale, c'est que sa bonne femme là va le larguer. Parce que d'abord, il rentre plus le pognon qui rentrait, parce que il y avait aussi un des trucs, c'est quand même elle gagne de 6 000 à 9 000 euros par mois pour son boulot. Il fallait, comme il était clodo, quand il nous a rejoint, il était clodo, faut pas le rappeler, il était vigipirate, Et avant, il était manager de McDonald's, c'est-à-dire petit chef, parce que pareil, il dit, j'ai pas honte d'avoir travaillé au McDonald's. Non, tu faisais pas des Big Mac pour payer tes études. Tu avais été repéré par la hiérarchie McDonald's pour devenir petit chef, c'est-à-dire tu donnais des ordres aux autres. Ce qui est la pire, qui est toujours la catégorie de la salope. Et tu l'as fait pendant 4 ou 5 ans. Donc ça, ce que j'ignorais d'ailleurs à l'époque, parce que tu nous as pas tout dit sur ton CV. Lapierre est parfait
je dirais, travaux pratiques et démonstrations du Soral a presque toujours raison. Je ne me suis pas fâché pour rien, je me suis pas mis en colère pour rien. Il y avait réellement trahison, il y avait réellement escroquerie, et la Baudruche-Lapierre s'est totalement dégonflée à tous les niveaux. Et ça me permet maintenant de faire ce bilan à froid. Après, ce qu'il va devenir, j'en ai rien à foutre. La seule chose que je peux lui conseiller, c'est de faire un travail sur lui-même pour comprendre que ce qui lui est arrivé, parce qu'il y en a d'autres qui ont mal fini après nous avoir quittés et trahis et qui sont toujours à croire que c'est à cause du méchant Soral. Non, c'est parce qu'ils n'avaient pas compris qui ils étaient. Ils n'avaient pas compris le bien qu'ils auraient pu, le beau rôle qu'ils auraient pu jouer. Et ils ont été dans l'erreur sur eux-mêmes et donc la trahison. Et cette erreur et cette trahison s'est retournée contre eux. Hein. Voilà. Et je vais pas citer les noms de tous ceux qui se sont comportés comme lui. Je rappelle qu'ils ont tous disparu. Tous. Hein. Il y en a aucun qui a survécu. Et si Saïm Laïbi survit encore, c'est seulement parce qu'il a des réseaux algériens puissants et que son oncle était ministre de l'Intérieur. S'il avait été avec ses propres moyens comme nous, il y a très longtemps qu'il aurait disparu parce que il vend pas un bouquin, personne ne lui file de pognon. Je veux dire par ses forces propres. Hein. Voilà. Donc je sais pas si on peut dire deux autres choses. En fait, la méthode qu'a employée Vincent Lapierre dans sa vidéo contre moi, il pense que c'est être de la zététique, hein. En fait, c'est de la casuistique, hein. En fait, ça s'appelle le pile-poule. Et je pense que cette méthode lui a été insufflée par un type qui me déteste et dont j'ai démontré toute la lâcheté, toute la trahison, qui est Blanc-Rue. Blanc-Rue, qui ne peut plus se revendiquer de l'héritage de Forisson, car il a totalement trahi Forisson après un procès, il s'est déballonné comme une merde, essaye de revenir aujourd'hui dans le camp identitaire par sa deuxième casquette qui était la zététique. Dans Drôle de drame, je crois, Michel Simon dit à force de parler du malheur, le malheur finit par arriver. Et à force de parler du bonheur, il peut arriver également. Moi, je pense qu'à force de faire des prédictions, forcément, il y en a qui finissent par arriver. C'est ça, en fait, en réalité, Soral. C'est la gouvernance globale, la révolte des nations, c'est exactement ça, tu vois. Donc effectivement, il a pu prévoir les gilets jaunes, et puis ensuite il a pu prévoir la gouvernance globale, et puis pour moi c'est vraiment Madame Irma, hein, vraiment je dis tout pour avoir raison. Et j'ai l'impression que il a réussi à convertir à la zététique cet esprit faible qui est Lapierre. Hein. Alors si vous additionnez le désir de vengeance plus la faible intelligence d'un type qui croit qu'il pense, parce qu'il a réussi poussivement à obtenir un doctorat d'économie à la fac de Grenoble, je sais pas. Le mec, il croit qu'avoir des diplômes, c'est penser. À un moment donné, il m'a dit oui, j'ai rencontré un agrégé de philosophie qui m'a dit que philosophiquement Soral c'était faible. Je suis agrégé de philosophie et quand il parle de philosophie, je sais pas pourquoi, mais c'est faible en fait. Il est vraiment à la surface des choses et ce qu'il dit en fait, c'est même faux souvent. Je rappelle que Bernard-Henri Lévy est agrégé de philosophie, hein, voilà, et que c'est pas les diplômes qui font la capacité de penser. Mais là, ça prouve aussi que le mec, on l'avait vraiment surestimé. Hein. Il est persuadé qu'il pense parce qu'il a obtenu un diplôme d'économie à Grenoble. Voilà. Et alors, donc, lui, je pense que en embuscade derrière lui, qu'ils l'ont envoyé au casse-pipe, et tant mieux, il y a l'inénarrable Blanc-Rue, qui essaye lui aussi de se venger de moi. Parce qu'effectivement, il s'est déshonoré totalement. Et j'ai bien dit dans une vidéo, je vais pas le rappeler, comment il s'était déshonoré par rapport à Forisson. Oui, il y a pas mal de gens qui ont découvert qu'il avait notamment, il y avait une histoire dégoûtante, il avait escroqué, je crois, quelqu'un. Ouais. Moi, il m'a escroqué. Ouais, bon, enfin, bon. Et il a disparu. Je rappelle qu'il a été édité par Laïbi. Ce qui est assez drôle, puisqu'il vient quand même de l'extrême droite pure et dure, hein, et il se retrouve édité par Laïbi, c'est assez drôle, donc il vend pas un bouquin, parce que Laïbi ne vend pas un livre, hein. Et lui, sa vengeance à distance, ça a été sans doute d'essayer de pousser Lapierre à me défier sur l'analyse du coronavirus. Donc en fait, c'est bien, il a poussé, comment dirais-je, Lapierre à l'autodestruction. C'est très étrange là son argument. Look at this confused guy. This is what happens when you pass through the French education system. It's like he's not doing better at oral comprehension than a high schooler in the US. Alors après, il y en a un deuxième que je vais épingler, c'est que j'ai découvert, parce qu'on me l'a relayé, hein, que Bricmont soutenait non seulement Lapierre, mais toute la thèse officielle du Covid. Je ne critique jamais Soral, ou Forisson, ou Renoir, ou toute autre personne poursuivie pour délit d'opinion. C'est un principe. Mais ici, je vais faire une exception et partager la vidéo de Vincent Lapierre sur Soral. En effet, il y démonte les délires de Soral sur le virus. On peut juger l'exercice facile, tant les délires de Soral sont patents. Mais, d'une part, ces délires sont assez répandus, et d'autre part,
Certains d'entre eux se retrouvent chez des gens qui n'ont aucun lien avec Soral, mais imaginent le confinement comme étant une arme du gouvernement pour nous contrôler ou des choses de ce genre. Alors, Bricmont, c'est un prof en sciences physico-chimiques, en sciences exactes. Un prof en sciences exactes qui se met dans la politique est en général doublement un con. Bricmont est un con. D'abord parce que en tant que prof, c'est un lâche, puisqu'il est tenu, sinon il perd son boulot et il se fait massacrer. Donc il a essayé de la jouer un peu dissident, mais très vite il a vu ce que ça coûtait et il fait de la demi-dissidence. Là, ça le met dans la même catégorie que Chouard et d'autres gens comme lui. Et puis en général, un type qui vient des sciences exactes et qui pense faire de la politique, c'est-à-dire passe aux sciences molles, est un con parce que la politique, c'est un autre domaine qu'il ne maîtrise pas du tout. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que son maître à penser, c'est Chomsky. Qu'est-ce que les gens vont trouver chez Chomsky? Je pense une façon de démystifier le discours du pouvoir essentiellement, et aussi d'avoir une certaine perspective, un certain espoir dans l'avenir, comme il dit. C'est-à-dire avoir une certaine perspective sur l'histoire où on voit les progrès qui existent dans la recherche de la liberté, les progrès qui existent dans le progrès qui existe dans l'humanité, etc. Il pense que Chomsky, ça incarne la liberté de parole, de pensée et la démocratie. Et son combat, c'est la liberté d'expression. Je sais pas si vous voyez la médiocrité politique du combat d'un mec qui pense qu'il est dans la dissidence et qui est dans le combat politique sérieux parce qu'il se bat pour la liberté d'expression. Chomsky a dit que c'était l'Holocauste, c'était la plus grande explosion de folie dans l'histoire humaine, etc. Il n'a jamais commencé le commencement de contester quoi que ce soit, mais il avait défendu la liberté d'expression. Et toi, ça c'est un truc qui est aussi remarquable avec la liberté d'expression, c'est que c'est devenu non seulement l'Holocauste est tabou, ça on le sait, mais non seulement ça, mais c'est tabou même de discuter de la liberté d'expression. Alors évidemment, je comprends qu'il puisse pas avoir la même opinion que moi sur la Corée du Nord et le Juche ou des choses comme ça. Mais c'est pareil de voir que Bricmont valide Lapierre contre moi et dit que Lapierre est un mec de gauche parce que il a traduit les discours de Chavez. Là, je le dis face caméra, Bricmont est un con. Je savais qu'il était belge, mais pas à ce point-là. Hein, voilà. Et politiquement, c'est rien, c'est de la merde. Je pensais qu'il était un peu au-dessus du niveau de Colomb, parce que je sais par Blanru, parce qu'à l'époque Blanru s'en vantait devant moi, que Blanru a converti Bricmont au révisionnisme. Donc déjà, je dis face à caméra, Bricmont ait le courage de dire que tu es révisionniste et que tu sais, parce qu'effectivement tu maîtrises le physico-chimique et qu'il faut un quart d'heure pour le comprendre, que tu es révisionniste. Mais comme je l'ai dit, je ne ferai pas un débat contradictoire avec Faurisson, je ne ferai pas un débat contradictoire avec les gens de Reopen 9/11 parce que ce n'est pas des dossiers que je connais, d'accord? Puisqu'à un moment donné, tu risques de te retrouver comme Chouard, qui a à peu près le même profil que toi. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz? C'est pas mon sujet, j'y connais rien, non. Moi. Couille molle qui pense rentrer dans la dissidence, non. La dissidence, il faut des couilles, c'est dur, c'est dangereux. Les chambres à gaz ont existé, ça ne fait pas l'ombre d'un doute et c'est une indignation, c'est révoltant. J'ai bien expliqué que la catégorie fondamentale de la politique, c'était la peur. Il faut être capable de surmonter la peur. Or, Bricmont, il suffit de regarder ta gueule, t'as la même gueule que Chouard ou que le Denis Robert, t'as une gueule de vieux clébard, une gueule de vieille pomme de terre, tu n'as pas de couilles, ça se voit. Donc, dès qu'on te secoue un peu, il y a tout qui dégringole. Donc tu ne peux pas mener le combat que je mène. Voilà. Mais si tu veux prouver que tu as des couilles, explique-nous dans une vidéo ce que fait Vincent Renoir. Parce que lui, il a vraiment des couilles, tu vois, le Vincent Renoir. Tu vois, parce que je sais que tu es converti. Parce que Blanc Russe s'en est vanté et me l'a dit. Voilà. Donc, les couilles molles soutiennent les couilles molles, les faux combattants, et donc j'ai découvert que Bricmont, pour qui j'avais pas une estime énorme, mais je pensais être un peu au-dessus de Colomb, qui est vraiment, lui, une merde intégrale, qui, je rappelle, a fait un bouquin en 2 tomes pour m'attaquer. C'est pourquoi je publie aujourd'hui ce livre, Pourquoi Soral séduit, pour faire le tri entre les fantasmes et les réalités dans la grande confusion où nous nous trouvons actuellement. C'est-à-dire que le mec, la priorité aujourd'hui, face à ce qui se passe, à l'oligarchie mondialiste, au sionisme, à l'état profond, son combat prioritaire, c'est de s'en prendre à Soral. Pourquoi Soral séduit? Non, je ne séduis pas. Je ne séduis pas, je démontre. Hein, voilà. Et j'ai envie de dire où il est Colomb aujourd'hui. Hein, et Bricmont, c'est quoi son boulot? Donc moi, j'avais rien contre Bricmont, je me tenais à distance, mais comme il a soutenu Lapierre contre moi, c'est pareil. Bricmont. Faudra pas m'emmerder plus de 2 fois, tu vois, parce que t'as pas du tout les moyens de me tenir tête à aucun niveau.
intellectuellement, politiquement, historiquement, etc. Je dis, ton champion, c'est Chomsky. Chomsky, c'est de la merde. C'est l'intellectuel qui a été décrété comme plus grand intellectuel du monde par le New York Times. Hein. Donc, t'es totalement dans le système en réalité. Tu peux pas le combattre avec Chomsky. Et moi, j'avais démontré une fois quand Chomsky était passé chez Tadei qu'il avait abordé 5 sujets et qu'il avait dit 5 conneries. C'est-à-dire qu'en plus, politiquement, c'est 0. Noam Chomsky, que pensez-vous des théories du complot qui, parfois, s'appuient sur votre thèse de la fabrication du consentement, en particulier sur le 11 septembre Quel est votre sentiment à cet égard ? Quand on dit, par exemple, que le 11 septembre n'a pu avoir lieu qu'avec la complicité du gouvernement des États-Unis. Non, c'est ridicule. Et puis, de toute manière, il n'y a aucune preuve sérieuse. C'est implausible, c'est improbable, ça n'est pas logique. Le prestige de Chomsky, c'est sur la linguistique structuraliste. Hein. C'est-à-dire c'est un domaine intéressant avec une thèse intéressante, mais ça lui donne aucune compétence pour parler de politique, de géopolitique. Et je rappelle que Chomsky est sioniste, hein, je le rappelle, hein, n'oublions pas ça. Pour moi, Chomsky, c'est à peu près le même que celui qui est à gauche là est censé rivaliser à chaque fois avec Hillary Clinton. C'est comment il s'appelle Voilà, Bernie Sanders. Voilà, pour moi, Bricmont, c'est Chomsky, Bernie Sanders. C'est de la merde. So today I am asking all Americans, I'm asking every Democrat, I'm asking every independent, I'm asking a lot of Republicans to come together in this campaign to support your candidacy, which I endorse, to make certain that we defeat somebody who I believe, and I'm speaking just for myself now, is the most dangerous president in the modern history of this country. Hein, c'est soi-disant la gauche néo-marxiste qui est censée finalement rallier à chaque fois le système parce que évidemment face à la menace fasciste, hein, effectivement, on rejoint la pire dictature libérale. Hein, voilà. Donc Bricmont, sois gentil, ferme ta gueule, ne m'oblige pas à t'humilier un peu plus. Hein, voilà. Parce que j'ai les moyens de le faire à tous les niveaux. Et de toute façon, j'ai vu son Facebook là. Déjà, je fais une remarque. Quand on a Facebook, c'est qu'on n'est pas un dissident. Hein. Moi, je suis interdit de Facebook depuis des années. On sait très bien ce qu'ont décidé les GAFA et ce que dit Zuckerberg. Quand on mène un combat sérieux sur Facebook, on se fait virer. Moi, il suffit de mettre mon nom, de citer mon nom pour se faire virer 90 jours. Donc, Bricmont, si t'as encore un Facebook comme Vincent Lapierre, c'est que t'es un guignol. Voilà. Sinon, t'aurais été viré de Facebook. Voilà. Donc, t'es un guignol, t'es un animateur. Et en dernière instance, tu fais toujours le combat de ce qu'on appelle les antifas, ce que Trump a appelé les antifas. C'est qu'au dernier moment, tu ramènes les opposants au système et tu fais bien le barrage aux mecs comme moi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Qui sont les vrais combattants sérieux. Là, on boucle la boucle. Hein, voilà.